Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Paris-Saclay Summit ici à Centrale Supélec dans la salle André Michelin. Bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous pour cette première journée. Merci d'être venus aussi nombreux. Il y a encore de la place, vous pouvez vous installer. Allez-y. Alors, cela dit, je comprends que vous soyez aussi nombreux parce que c'est vrai, le programme cette année est tout simplement fantastique. Alors, pendant 2 jours, on va essayer ensemble de comprendre ce que la science change déjà dans nos vies et bien sûr ce qu'elle nous prépare aussi pour demain. Alors, vous allez rencontrer celles et ceux qui la font au quotidien, cette science, chercheurs, médecins, ingénieurs, entre autres. Vous allez voir comment leurs travaux quittent les laboratoires pour arriver finalement très concrètement dans notre société. Nous sommes dans une période actuellement où la science peut être questionnée, parfois contestée par la désinformation. Donc je crois que prendre le temps clairement d'expliquer comment se construit la science avec ses doutes, avec ses débats, et ces preuves, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ce que l'on va vous proposer ici et je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous. On commence tout de suite et on va commencer on va démarrer par quelque chose que vous connaissez très bien, j'en suis certaine. Vous savez, il y a des jours où tout nous paraît facile, peut-être c'est ce matin, peut-être un peu moins avec la météo. Vous savez, donc parfois même, ne serait-ce que répondre à un mail, c'est difficile, ça nous demande un effort immense. Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau? D'où vient notre motivation? Pourquoi décidons-nous d'agir, de remettre à plus tard ou au contraire de persévérer malgré l'effort? Derrière ces impressions qu'on a tous déjà vécues, il y a des mécanismes biologiques extrêmement précis que la recherche commence à décoder. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui autour de cette première table ronde Amandine Aftalion. Elle est mathématicienne et directrice de recherche CNRS au laboratoire de mathématiques d'Orsay, ainsi que Mathias Pessiglione, directeur de recherche INSERM à l'Institut du cerveau. Cette discussion sera animée par Caroline Tourbe, journaliste au Point. Je vous propose de les accueillir et de les applaudir bien fort. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et donc nous avons la chance d'avoir 2 invités. Et vous l'avez vu dans le titre de cette table ronde, cerveau est au pluriel. Et nous avons 2 cerveaux pour nous parler de la motivation. Premier cerveau, celui de Amandine Aftalion. Bonjour. Bonjour. Alors, vous utilisez des équations pour nous parler de motivation et d'énergie. Et puis, autre cerveau, celui de Mathias Pessiglione. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroscientifique et vous observez ce qui se passe dans les neurones, dans notre cerveau. Alors, ce sont donc 2 disciplines qui se rejoignent, mais aussi qui sont très différentes. Et l'important, c'est que vous travaillez sur le même sujet, la motivation. Et du coup, ma première question, la motivation qui nous amène parfois à déplacer des montagnes, ou au contraire, on la cherche pour avoir la force de se lever de son lit, parfois. La motivation, pour vous, comment est-ce que vous la définiriez, Amandine Aftalion? Quand on vous dit motivation, qu'est-ce que vous répondez? Alors évidemment, si je commence à vous parler de mathématiques, vous allez sursauter parce que motivation n'est pas forcément tout de suite associée à des mathématiques. Et pourtant, dans mon métier, moi, je mets beaucoup de choses en équation. Donc, je viens d'un domaine qui est la minimisation de l'énergie. Alors, il y a beaucoup d'énergie dans la vie de tous les jours qu'on minimise naturellement. Et en fait, derrière, le cerveau a un modèle économique qui minimise l'effort. Alors, l'effort, ce n'est pas tout à fait l'énergie. Et moi, ce que j'ai fait, c'est utiliser des équations qui ont été écrites pour au départ des modèles économiques, développées par Mathias Pessiglione et son équipe. On s'est vu pour la première fois il y a 10 ans. Donc, vous voyez, ça fait 10 ans que je réfléchis à ce genre de choses. On a des langages différents, mais l'intérêt des mathématiques, c'est d'aller mettre une équation sur l'évolution de l'effort. Et ensuite, à partir de là, de comprendre en fait quels sont les paramètres qui agissent et du coup d'en tirer des conclusions. Et donc vous, Mathias, même question, quand je vous dis motivation, vous répondez quoi? En fait, la motivation, comme vous le savez tous, c'est un mot qui est polysémique, même dans le sens courant. Il y a plusieurs sens. En neurosciences et en psychologie, on va se placer dans le cadre des comportements dirigés vers un but. Et même dans ce cadre-là, et même en neurosciences, il y a encore plusieurs sens. Le sens étymologique, motivation, c'est mettre en mouvement, donc c'est tout ce qui pousse à l'action, ce qui pousse à agir. Donc on pourrait dire la motivation est l'ensemble des processus qui poussent à agir. Maintenant, la motivation, ça fait aussi référence
à la raison de l'action, au motif, et on va dire pour nous au but de l'action. Donc c'est ce que je recherche par mon action. Et puis en neurosciences ou en mathématiques, on aime bien quantifier, en clinique aussi, on aime bien évaluer la motivation. Et donc dans ce cas-là, on va définir la motivation comme étant égale à la valeur du but qu'on recherche. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu la théorie de la décision, qui nous dit que l'action que j'entreprends, c'est celle qui a une valeur nette importante. Et je dis valeur nette parce que dans ce calcul de la valeur, on va soustraire les coûts aux bénéfices. Et donc si le niveau de motivation, c'est la valeur du but, ou du bénéfice que j'attends, plus je suis motivé, plus le bénéfice ou le but a de la valeur pour moi. On va dire que par définition, j'entreprends mon action où je suis prêt pour atteindre mon but à investir un coût maximal qui est égal à la valeur de mon but. Voilà. Si la valeur nette est négative, je ne fais rien. Si la valeur nette est positive, je me lance. Ça, c'est quelque chose, coût-bénéfice, qui vous parle beaucoup, Amandine, je crois, dans votre approche de la motivation. Oui, tout à fait, puisque nous, ce qu'on cherche à mettre, c'est effectivement quantifier des choses. Donc, il va falloir déterminer le bénéfice, déterminer le coût, et à partir de là, on peut effectivement estimer des choses. Donc, on voit des paramètres qui sortent, et par exemple, si vous êtes motivé, on voit tout de suite qu'il y a essentiellement trois paramètres à la fois mathématiques et humains sur lesquels on peut jouer. Quelqu'un de motivé, il va être rapide. Si je vous dis tous, là, tout d'un coup, de vous lever, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent. Si je vous dis de vous lever, le premier qui se lève à 100 €, là, j'ai peut-être une chance qu'il y ait des gens qui se lèvent très vite. Donc c'est là, à partir du moment où je vous dis ça, voilà, vous riez, vous vous dites oui, bien sûr, pour 100 €, je vais me lever vite. Donc on voit tout de suite, première chose, motivation agit sur la vitesse de réaction. C'est aussi la même chose sur le sprinter qui doit démarrer. Il vaut mieux qu'il soit motivé et qu'il démarre quand il faut partir plutôt que de rester sur place. La deuxième chose, c'est l'intensité d'action qu'on peut mettre. Plus je suis motivée, plus je suis prête à dépenser. Et enfin, ce qu'on voit, c'est l'effort, la pénibilité. Plus je suis motivée, plus je suis prête à oublier que je vais faire quelque chose de pénible et je vais décider d'aller vers mon but. Donc tout ça, on arrive à l'estimer, je dirais, avec des paramètres. Et le grand travail du mathématicien qui modélise, la mathématicienne en l'occurrence, ça va être de discuter avec quelqu'un comme Mathias Pessiglione qui a un langage qui va expliquer les choses, et nous, d'arriver à voir comment poser des problèmes mathématiques qui ont un sens et qui, surtout après, permettent de donner des explications. On va aller un petit peu dans votre laboratoire, Mathias, pour voir quelque chose d'un peu concret, qui est un peu la façon dont vous pouvez organiser, avec des volontaires qui viennent participer à des tests chez vous, organiser des situations dans lesquelles vous testez la motivation, ou au contraire, vous testez ce que moi je vais appeler la fatigue, mais que vous n'appelez pas forcément exactement comme ça. Oui, alors au laboratoire, pour tester la motivation, on a excusez-moi, des tests qui peuvent être très simples, qui ne sont pas très loin de est-ce que vous allez vous lever pour 100 €. Des tests en fait où on peut mesurer la quantité d'efforts investis avec un dispositif très simple, c'est une poignée de force en fait qui mesure la force qu'on exerce en serrant en newton, donc il y a une valeur objective à la force. Et puis on va proposer différentes récompenses aux participants. Alors ça peut être des récompenses monétaires, mais ça peut être d'autres choses que les participants ont envie de gagner. Et on regarde effectivement quelle quantité de force les participants sont prêts à mettre pour tel type de récompense ou tel autre. Et c'est dans ce contexte qu'on a développé les équations qui ensuite ont été reprises, améliorées, embellies par Amandine, qui permettaient de rendre compte du participant dans ces tests. Et ces équations reprennent le compromis coût-bénéfice qui nous vient de la théorie économique de la décision. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a couplé cette théorie économique à la théorie du contrôle moteur qui nous permet de calculer quel est le coût effectif de n'importe quelle action que je vais entreprendre. Et donc les modèles expliquent le comportement du participant selon l'hypothèse qu'ils vont optimiser ce rapport coût-bénéfice.
Alors, l'intérêt de ces modèles, c'est pas simplement comme ça d'étudier la motivation des participants, qui sont en général des jeunes étudiants désargentés qui viennent faire des expériences. Ils sont rémunérés, ça les motive? Voilà, ils sont motivés, ils viennent à l'Institut du cerveau. On peut aussi coupler ces tests à des expériences de neurosciences, donc en imagerie cérébrale, pour voir dans le cerveau quels sont les systèmes qui vont estimer les coûts attendus ou bien les bénéfices attendus. Et en très gros, dans le cerveau, vous avez en fait deux grands systèmes. Un qu'on pourrait dire appétitif, qui est un système désirant qui va pousser à l'action et qui cherche les récompenses, et un système qu'on va dire aversif, qui au contraire retient les chevaux, freine l'action parce que lui, il estime les coûts de l'action. Et donc c'est ce dialogue entre ces deux systèmes et l'intervention d'un troisième qui fait la pondération entre les deux, l'arbitrage entre les deux, qui fait tous les mécanismes de la motivation qu'on étudie dans le cerveau. Il y a une notion qui est un mot un peu valise pour le grand public, qui est un peu l'énergie qu'on va consacrer à un effort, à une tâche, qui est quelque chose aussi qui est central pour vous, Amandine, je crois, la notion justement d'énergie, de ce coût, de ce bénéfice dans le travail que vous réalisez autour des équations. C'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, alors forcément, dans l'humain, il y a beaucoup de formes d'énergie différentes. Il y a l'énergie qui vient de la respiration, il y a l'énergie qui vient de l'alimentation. Mais là, quand on parle de motivation, on est sur autre chose. Donc, il faut lui donner un autre nom. Donc, moi, j'aime bien l'appeler l'effort. Alors après, ça dépend si on est vers la motivation ou la démotivation. Mais effectivement, ça vient derrière, c'est le contrôle moteur. Il y a des expériences, par exemple, sur les sportifs qui consistent à étudier l'effet de la charge mentale. Mm-hmm. Et en fait, on voit, donc il y a des expériences qui consistent à envoyer des gens courir 3000 mètres, donc une distance un peu longue, mais pas si longue que ça. Et en leur demandant, et alors il y a la moitié des gens, on va se débrouiller pour qu'ils aient une charge mentale importante, et l'autre moitié qui soit complètement délestés de leur charge mentale. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que ceux qui ont une charge mentale importante, ils vont courir beaucoup moins bien, beaucoup moins vite, ils vont être beaucoup moins performants. Et on fait des tests biologiques derrière, on mesure la VO2, enfin tout ce que vous pouvez imaginer mesurer en biologie. Il n'y a aucune différence. Donc il y a quelque chose d'autre qui joue sur même la façon de courir, qui est si vous avez le cerveau occupé par des soucis. Comme par exemple, quand vous leur faites une charge mentale aux sportifs, c'est quoi? Non, là, moi, c'est pas moi qui ai fait l'expérience en l'occurrence. Donc, je ne sais plus là comme ça. Mais souvent, on me dit, mais pourquoi c'est fatigant d'aller à la salle de sport? Ouais. Et en fait, ce qui peut être fatigant d'aller à la salle de sport, c'est si vous avez plein d'indications de la machine qui va vous indiquer de changer d'allure, de faire des choses, parce qu'en fait, ça vous occupe le cerveau de manière terrible. Alors que si vous avez une activité qui vous libère le cerveau, vous allez avoir l'activité d'une manière complètement différente. Donc ce n'est pas vraiment l'énergétique qui change, ce n'est pas le nombre de calories que vous allez dépenser. Si vous allez sur un tapis et vous marchez mais vous changez d'allure, ça va être très différent au niveau charge mentale, et ça on le voit au niveau des équations et de l'effet de la performance. Je crois que Mathias, vous vouliez réagir, ouais. Oui, je voulais peut-être à ce moment de la discussion, il faut clarifier qu'il y a en quelque sorte deux types d'efforts. Il y a ce qu'on appelle l'effort moteur ou musculaire, et là l'énergie dépensée est à peu près claire parce qu'on connaît bien la physiologie des muscles. Et puis, il y a un effort qu'on peut appeler mental ou cognitif, où là, la notion d'énergie n'est pas claire du tout, parce qu'on ne sait pas très bien en fait, ce qui limite l'effort mental. On étudie ça depuis plus d'un siècle, et il n'y a toujours pas de théorie qui fasse consensus à l'heure actuelle. Et ce qu'il y a derrière, c'est deux types de fatigue, en fait. C'est-à-dire que si je fais des contractions répétées de mes muscles pendant un moment, je vais avoir une fatigue musculaire avec un changement de la physiologie des muscles qui fait que ce sera plus difficile de contracter les muscles. Si je fais un effort cognitif prolongé, donc ça peut être un travail intellectuel par exemple prolongé, il va y avoir des changements dans mon cerveau de nature métabolique qui vont faire également que ce sera plus difficile de mobiliser mon cerveau. Et ça renvoie à une partie du cerveau essentiellement préfrontale, donc dans les lobes qui sont à l'avant de la tête,
qui s'occupe du contrôle cognitif. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que, comme le disait Amandine, dans le sport, on a les deux en fait. C'est-à-dire qu'on fait à la fois un effort physique, parce que bien sûr, on bouge les jambes et les bras. On fait aussi un effort mental. Et du coup, il y a les deux types de fatigue à la fin. Et alors, si je donne un exemple d'une manip qu'on a fait à l'Institut du cerveau, c'était une manip qui est partie d'une visite que nous avait fait l'INSEP. L'INSEP, c'est cet organisme qui entraîne les athlètes pour les athlètes d'élite, pour les JO et les grandes compétitions. On en a entendu parler, pour les JO. Ouais. Et ils étaient, c'est les coachs qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient préoccupés par un syndrome qui s'apparente à un burn-out et qui s'appelle le syndrome de surentraînement. Donc des athlètes qui du jour au lendemain n'arrivent plus à retrouver leur niveau de performance, se plaignent d'une fatigue mentale et physique importante. Et ils nous disent, on ne sait pas pourquoi, quand ce syndrome arrive, on ne sait pas le prévenir, on ne sait pas le prendre en charge et on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous auriez une idée? Et donc, moi, je travaille à l'Institut du cerveau, donc j'ai dit ça doit être dans le cerveau. Et effectivement, on a monté un protocole pour étudier ça. Donc, à l'INSEP, ils ont bien fait les choses. Ils ont pris des groupes de triathlètes. Certains étaient surentraînés, donc ils nageaient, ils couraient, ils pédalaient 14 heures par jour. Et les autres étaient entraînés normalement. Donc, il faut savoir que la normalité pour un triathlète, c'est s'entraîner 10 heures par jour seulement. C'est déjà bien. Voilà. Et au bout de 3 semaines de ce régime, on les récupérait à l'Institut du cerveau et on faisait des tests à la fois pour voir leur capacité cognitive dans des tests de décision et aussi leur activité cérébrale. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ce surentraînement entraînait une fatigue importante au niveau des régions du cortex préfrontal qui se voyaient dans leurs décisions par une plus grande impulsivité. Ce qui peut être lié aussi à ce qui se passe dans ces cas-là chez ces athlètes qui ont tendance à avoir recours à des produits dopants pour récupérer leur performance et ce qu'on peut interpréter comme effectivement des décisions impulsives. D'accord. Vous vouliez intervenir? Oui, c'est sur l'effort biologique, c'est-à-dire que si je fais un effort qui est fractionné, c'est-à-dire j'accélère, je ralentis, il y a évidemment une fatigue musculaire, mais selon la façon dont est fait cet effort, il peut y avoir plus ou moins de fatigue cognitive. Par exemple, si je fais ça derrière quelqu'un qui m'indique le rythme, je n'ai en fait pas à réfléchir. C'est-à-dire que je vais varier mon allure, je vais faire fonctionner mes muscles, mais d'une manière qui est presque pas avec le cerveau off, mais d'une manière qui est très passive au niveau cérébral. Alors que si je fais ça avec un indicateur, une oreillette ou une montre connectée, ou n'importe quel objet qui va nécessiter en fait une réflexion, c'est-à-dire une information qui va vers de l'œil, de l'oreille, etc., au cerveau et ensuite aux muscles, là, je crée une fatigue qui n'est plus la même. Alors souvent, que les gens ont entendu parler du marathon de Kipchoge, on essaie de lui faire gagner le marathon, et tout le monde est persuadé qu'on met du monde autour de lui pour des questions aérodynamiques, pour éviter qu'il ait du vent face à lui. Mais en fait, il va relativement lentement, Kipchoge, même s'il essaie de courir son marathon en moins de 2 heures, et ce n'est pas une raison aérodynamique qui est derrière, c'est que de façon, la fatigue qui est induite par le fait de courir avec du monde qui entraîne et qui donne le rythme est bien inférieure et permet de gagner la minute qui va être cruciale. Et ça, au niveau modélisation mathématique, en fait, on ne va pas le modéliser de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va jouer sur le contrôle moteur, sur le lien du cerveau au muscle, et il y a quelque chose qui va jouer sur le fait que, d'une certaine manière, je m'accroche psychologiquement à la personne qui est devant moi. D'accord. Quand vous parlez équation, modélisation, quand on n'est pas mathématicien, on se demande comment ça se fait, quoi. Comment on peut modéliser, au fond, quelque chose qui a à voir avec la motivation. Ouais, vous comprenez cette question? Oui, tout à fait. Donc le principe des mathématiques appliquées telles que je les pratique, c'est vraiment d'arriver à trouver des variables qui vont être macroscopiques et dont l'évolution a un sens par rapport à ce qu'on veut expliquer. Donc moi, je suis jamais donc je me suis intéressée à beaucoup de choses dans ma vie. En particulier, je continue à m'intéresser à la physique des basses températures. Et j'essaie toujours de trouver
Et là, j'aimerais le faire sur la motivation par exemple d'un PDG ou ce genre de choses, d'essayer de trouver des variables qui sont macroscopiques et sur lesquelles on peut essayer d'écrire une équation qui n'est pas forcément probabiliste, mais une équation d'évolution. Et ça, on se rend compte qu'en fait, il y a des phénomènes qui sont similaires dans beaucoup de domaines différents, c'est-à-dire qu'on peut arriver à mettre des termes semblables dans les équations. Alors si vous avez des enfants qui passent le grand oral du bac, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il y a souvent un sujet de maths au grand oral, c'est les systèmes des proies-prédateurs, c'est-à-dire que vous avez des prédateurs, vous avez des proies, donc évidemment s'il y a beaucoup de prédateurs, il va y avoir moins de proies. S'il y a moins de proies, les prédateurs ont moins à manger, donc ils vont disparaître, et etc. Donc les proies vont pouvoir se régénérer, il va y en avoir plus et on a quelque chose, un phénomène cyclique. Donc ça, c'est des équations qui ont été écrites il y a au XXe siècle, je dirais vers le début du XXe siècle. Et en fait, dans ces équations-là, je dirais, il y a énormément de choses sur des phénomènes qui interviennent dans beaucoup d'autres domaines. Donc, en physique quantique, pour l'ordinateur quantique, il y a des gens qui se sont rendus compte que ce système-là pouvait décrire l'évolution de quelque chose. Et en fait, ces termes qu'on met dans les équations, ils sont universels. Et donc, le travail, je dirais, de la modélisation, c'est de bien discuter avec des gens comme Mathias, donc de lui prendre 3 heures de son temps, qui est évidemment quelque chose d'énorme pour un médecin qui soigne des gens et qui a quand même des choses plus intéressantes à faire que parler à une mathématicienne, mais d'arriver à parler pour arriver à comprendre quels vont être les bons termes à mettre dans les équations pour qu'elles prédisent les choses d'une manière qui est cohérente avec le réel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, je pense que c'était important justement d'illustrer ça, de pouvoir le saisir. Mathias, je voudrais qu'on parle aussi d'un point qui est important parce que dans notre conversation, on parle beaucoup de motivation et donc on a le versant de la médaille, c'est-à-dire la fatigue, c'est ce que j'ai appelé la fatigue, la démotivation. En gros, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas motivé, quoi ? Il peut se passer plein de choses, mais effectivement, sous l'angle de la clinique, on va parler d'apathie. Donc apathie, c'est le contraire de motivation. Si je suis apathique, je ne suis pas motivé. Et en fait, on peut être apathique pour plusieurs raisons. Et en clinique, on voit de l'apathie dans la plupart des maladies. En neurologie, ça va être les accidents vasculaires, les maladies dégénératives, Parkinson, Alzheimer, etc. En psychiatrie, ça va être la schizophrénie, la dépression, vous avez de l'apathie. Et puis en fait, au-delà, dans les cancers, dans les maladies infectieuses, vous avez aussi des troubles de la motivation. Et pour connecter avec les modèles et les équations, il est possible, et c'est ce qu'on fait maintenant, quand on a un patient qui présente un tableau d'apathie, donc un déficit de motivation, de lui faire des tests. Ce qu'on faisait avant en clinique, c'était de lui faire remplir des questionnaires. On disait est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez envie de faire des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Et on sondait un peu leur motivation comme ça. Maintenant, on peut leur faire des petits tests de motivation, de décision, et on va utiliser les modèles pour, en quelque sorte, décrire leur état motivationnel. Donc, ce qu'on fait, ça s'appelle fitter le modèle ou ajuster les paramètres du modèle pour que le modèle reproduise au plus juste le comportement du patient dans les tests. Et une fois que ces paramètres sont ajustés, ils décrivent l'état motivationnel du patient. Donc, vous avez là une sorte d'empreinte, on dit phénotype computationnel. C'est un peu comme une formule sanguine, vous avez un ensemble de paramètres et vous pouvez dire pour ces paramètres s'ils sont dans la normale ou pas. Donc, je vous donne 2 exemples de paramètres. Vous en avez un, ça va être la sensibilité à la récompense. Donc ce paramètre-là, il va capturer l'envie de faire des choses, de sortir, de voir des amis, d'entreprendre, d'avoir des projets, etc. Et évidemment, on conçoit que si ce paramètre est effondré, ça va donner un tableau d'apathie avec une personne qui va rester chez elle et qui va s'isoler. Maintenant, vous pouvez avoir un autre paramètre qui va aussi donner un tableau d'apathie, mais pour une autre raison, c'est la sensibilité à l'effort. Donc si j'ai l'impression que tout me demande un effort, c'est-à-dire j'aimerais bien aller voir des amis ou aller au cinéma ou je ne sais quoi, mais rien qu'à l'idée qu'il faut sortir du lit, me lever, m'habiller, prendre le métro ou la voiture, ça m'épuise.
Et le résultat est le même que dans le premier tableau, c'est-à-dire que je ne fais rien, je m'isole, je reste chez moi, mais pour une raison complètement différente. Et pourquoi c'est important de dissocier ces deux types d'apathie? C'est que les deux types vont répondre à des traitements un peu différents. Parce que la sensibilité à la récompense est très liée au système dopaminergique. Donc je peux soigner ces patients en leur donnant des médicaments pro-dopaminergiques, des psychostimulants, alors que la sensibilité à l'effort est très sensible au système sérotoninergique. La sérotonine est un autre modulateur dans le cerveau, c'est-à-dire des antidépresseurs. Et dans ce cas-là, je vais réduire la sensibilité à l'effort et permettre à nouveau aux patients de se réengager dans l'action. Donc de vos recherches fondamentales, en fait, vous en êtes arrivé à pouvoir guider des choix thérapeutiques. C'est déjà le cas ou c'est encore quelque chose qui est en construction? Alors c'est entre les deux, ça commence à être implémenté dans la pratique clinique courante. Il y a encore beaucoup de preuves de concept à faire. Dans l'état actuel des choses, ce sont des tests qui marchent bien au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'on sait que certaines pathologies se caractérisent effectivement par tel type d'apathie, d'autres pathologies par tel autre type d'apathie. Par exemple, ce serait... Eh ben, si vous avez une maladie de Parkinson, ouais. Vous avez une dégénérescence de noyaux profonds dans le cerveau qui produisent de la dopamine. Donc vous avez un manque de dopamine dans le cerveau. Et là, vous avez typiquement une apathie qu'on pourrait dire de type motivationnel, c'est-à-dire manque de sensibilité à la récompense. Et on traite la maladie de Parkinson avec des agonistes dopaminergiques ou avec un traitement de substitution de la dopamine. Et ce qui améliore à la fois leurs symptômes moteurs, parce qu'il y a des symptômes moteurs qui définissent la maladie, mais aussi leur manque de motivation. Donc ça, c'est un exemple. Là, on a un petit peu du mal, et la recherche en est à ce stade, c'est à avoir des méthodes qui soient suffisamment précises et prédictives au niveau individuel, pour pouvoir vraiment personnaliser les traitements. D'accord. Amandine, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rajouter deux choses. La première, c'est, là on a parlé des malades, parce qu'effectivement c'est ton rôle d'être médecin, mais après il y a le même effet sur l'homme augmenté, c'est-à-dire si on veut doper, eh ben, il y a plusieurs façons de doper l'homme augmenté. Et donc, il y en a une en particulier qui consiste, enfin qui est utilisée actuellement, qui consiste à désensibiliser à l'effort, c'est-à-dire permettre d'aller faire un effort physique sans en sentir la douleur. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est il y a un temps de l'action en fait, parce que là, ce que tu décris, c'est sur des questionnaires ou des choses qui sont sur un temps qui sont le temps du laboratoire. Je pense que quand on met nos affaires en équation, il y a toujours, moi il y a quelque chose que j'ai appris au tout début quand j'ai commencé à faire des maths, c'était les ordres de grandeur. On m'a toujours dit les ordres de grandeur, il faut vraiment les connaître. C'est ça qui permet de ne pas écrire des bêtises. Et dans la question de la motivation, moi, par rapport, je dirais, à la société actuelle, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est sur les ordres de grandeur temporels. C'est-à-dire que quand on va modéliser un 400 mètres, l'ordre de grandeur temporel, il est donné par la vitesse du champion, ça fait 45 secondes, et au bout de 45 secondes, l'expérience est terminée. Mais je dirais, dans la vie de tous les jours, dans votre vie motivationnelle, et moi, c'est ça qui m'intéresse, je dirais, aujourd'hui pour ma recherche à venir, quand on me demande qu'est-ce que je vais faire, il y a le côté, l'échelle de temps. Et j'ai l'impression qu'avec toutes les sollicitations actuelles du moment, les échelles de temps ont été beaucoup réduites et les réseaux sociaux, etc., font que les gens sont sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Et donc, on va chercher... Donc, à partir du moment où l'échelle de temps naturelle devient courte, le temps qui consiste au temps de la récompense, parce que le temps de la récompense, il vient bien après le temps de l'effort, en général, enfin après ça dépend du type d'effort, devient plus difficile parce qu'on n'a plus la patience d'attendre la récompense ou on n'a plus la nécessité d'attendre la récompense. Et donc il y a quelque chose de très important, je pense, dans la société d'aujourd'hui, c'est réapprendre, qui est quelque chose que nous, naturellement, on fait dans notre métier, parce qu'on en a besoin, c'est rester concentré et vider le cerveau pour pouvoir arriver à réfléchir. Et je pense que ça joue beaucoup sur, je dirais, l'état motivationnel en France aujourd'hui.
Très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi, cette situation, c'est-à-dire ce changement global du monde dans lequel on vit, en effet, de ce jeu avec la motivation des réseaux sociaux, des écrans, enfin cette sursollicitation, dans laquelle on baigne? Oui, bah, le monde, je le subis ou j'en profite comme tout le monde, mais je me tiens à l'écart des réseaux sociaux, donc je le subis peut-être moins que d'autres. Mais je voulais souligner un point que faisait Amandine qui me paraît très important, c'est l'écart temporel, donc le délai entre l'action et la récompense. Et ça renvoie à une distinction qui est utile de faire aussi entre deux types de motivation. Un qu'on appelle motivation extrinsèque, et c'est justement celui où la récompense est séparée de l'action. Donc si je fais un travail pour un certain salaire, si la récompense est le salaire, il est dissocié de l'action, parce que je pourrais faire le même travail pour un autre salaire, ou pour pas de salaire. Alors que si la motivation est intrinsèque, c'est plus un travail, mais je fais l'activité pour elle-même parce que j'y prends plaisir. Donc, je sais pas, si je danse, si je fais du ski, si je joue à un jeu, j'ai une motivation intrinsèque à l'action. Et on s'est aperçu que la quantité d'efforts demandés n'est pas du tout la même dans les deux cas. Si je travaille pour un but à long terme, donc je m'efforce, je ne sais pas si je suis un étudiant, de travailler, de réviser mes cours pour un examen ou pour avoir un diplôme, c'est une motivation typiquement extrinsèque, ça me demande un effort, surtout si les cours sont ennuyeux. Maintenant, si je m'intéresse aux cours, que ça m'amuse ou que j'adore les maths et que je fais des équations, même sur la nappe du restaurant, parce que ça m'intéresse plus que ce que j'ai à manger, dans ce cas-là, je fais des maths sans effort, en fait. Et ça ne me fatigue pas. Et en imagerie cérébrale, on peut vérifier qu'il y a bien une dissociation dans le cerveau entre les deux types de motivation. La motivation extrinsèque va mobiliser le réseau du contrôle cognitif. Donc, je surveille mon action pour avoir une récompense plus tard. Alors que la motivation intrinsèque joue sur des mécanismes appétitifs qui sont beaucoup plus automatiques, naturels, spontanés. Et donc, j'aurais tendance à donner le conseil que pour ne pas se fatiguer, pour ne pas trop faire d'efforts, il faut faire ce qu'on aime faire, simplement, et se reposer le plus souvent possible. Écoutez, ça me semble pas mal d'ouvrir cette session de questions. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. Je pense que nos deux invités seront ravis d'y répondre. Bonjour. J'ai une question. Je suis là-haut. Oui. Vous n'avez pas parlé des biais cognitifs. Qu'est-ce que l'impact des biais cognitifs sur la motivation et notamment sur la formule coût-bénéfice avant de passer à l'action? Merci. Oui, alors là, vous ouvrez un chapitre qui pourrait nous prendre une autre conférence, voire 2 jours. Il y a un bestiaire de biais cognitifs. Vous avez sans doute vu ça sur Internet, qui est pas infini, mais presque. Si je devais prendre... Alors, il y a un exemple que j'ai déjà mentionné, c'est le fait que quand on est fatigué, on ne prend pas les mêmes décisions que quand on n'est pas fatigué. Et en particulier, on va mettre beaucoup plus de poids sur le court terme que sur le long terme. Donc on va chercher des gratifications immédiates, à se faire plaisir immédiatement, au détriment des conséquences à plus long terme. Je prends un autre exemple qui est lié au compromis effort-récompense, c'est la procrastination. Pourquoi est-ce que c'est un biais? Parce qu'on procrastine tous des choses alors qu'on sait que ce n'est pas une bonne idée. Par exemple, on ne va pas voir le dentiste ou le médecin pour checker un petit problème qui nous fait du souci, mais pas suffisamment pour qu'on fasse l'effort. Et on sait qu'on devrait le faire, mais on ne le fait pas. Donc ça, c'est un biais qui se définit comme un comportement qui dévie par rapport à une norme rationnelle. Et comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer à nouveau dans le cadre du compromis effort-récompense en ajoutant une troisième dimension qui est celle du temps. En fait, les deux, l'effort comme la récompense, vont être dévalués avec le temps. Donc la récompense, ça se comprend intuitivement. Si je vous promets, je ne sais pas, une somme d'argent maintenant, vous allez être content. Si je vous dis, je vous le donne dans une semaine, c'est déjà moins bien. Dans 10 ans, vous en foutez. Et pour l'effort, c'est pareil. Si je vous dis, ou si je dis à mon fils, je ne sais pas, range ta chambre maintenant, il ne va pas être content. Si je lui dis, tu as jusqu'à demain pour ranger ta chambre, c'est déjà mieux. Si je lui dis, tu as 10 ans, il s'en fout.
Et donc, le cerveau va estimer non seulement l'effort et la récompense, mais aussi cette quantité d'effort et cette quantité de récompense en fonction du moment où ils vont intervenir. Et on a pu montrer, parce qu'on a étudié la procrastination au laboratoire, que les gens qui procrastinent sont ceux qui dévaluent plus rapidement avec le temps les efforts que les récompenses. Donc si, alors je prends un exemple d'un truc qu'on procrastine, c'est par exemple appeler sa maman pour vérifier qu'elle va bien. Je pourrais l'appeler maintenant, mais j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Je sais pas, il y a les JO à la télé, c'est plus intéressant. Je me dis, je vais l'appeler demain. Et si je me représente l'effort associé à appeler ma mère demain, ça me paraît très peu, c'est pas du tout coûteux, je suis tranquille, je vais le faire. Et par contre, la récompense, je l'ai déjà parce que j'ai décidé d'appeler ma mère demain, je vais le faire. Et du coup, c'est une sorte de piège dans lequel tombe le cerveau. Je m'arrange avec moi-même, avec cette décision d'appeler ma mère demain. Et bien sûr, ce qui va se passer, c'est que demain, le même problème se pose. Je pourrais appeler ma mère maintenant, ou bien je pourrais l'appeler demain. Et pour la même raison, je vais prendre la même décision. Et c'est comme ça qu'on reporte indéfiniment ce genre de peut-être pas de corvée, mais de devoir filial indéfiniment. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, on a le temps pour peut-être une ou deux questions maximum. Hein. Oui, voilà. Je me demandais si vous aviez quelques petits trucs à nous donner pour les gens qui ne sont pas forcément cliniquement dépressifs, mais qui ont un peu de mal à se lever le matin, aller au boulot. Voilà. Qu'est-ce que vous nous diriez? Amandine, oui. Moi, je pense que en fait, la question, c'est pourquoi vous vous levez. Donc, ce qu'il faut, c'est déterminer la récompense qu'il y aura à la fin de la journée. Alors, effectivement, peut-être pas à la fin de la semaine, mais qu'est-ce qui, dans votre journée, peut faire qu'il y a une récompense. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer, mais en y réfléchissant, en essayant de mettre un tout petit peu d'optimisme et de joie, vous avez peut-être une chance de trouver... Et une fois que vous l'avez trouvé, de vous dire, bon ben voilà, ce sera ça ma récompense d'aujourd'hui et je le vise. Alors, on ne trouve pas forcément tous les jours, on le trouve parfois avec les autres, mais voilà, l'idée c'est de se dire, et puis d'y aller à plusieurs, parce que la récompense, elle peut être solidaire. Donc se dire, voilà, demain, c'est un peu comme on va courir à plusieurs, c'est plus facile que d'aller courir tout seul. Mais voilà, dans ma journée, je vise quelque chose et puis on va le faire à plusieurs. On y va avec le sourire et on va y arriver. Mathias, vous avez quelque chose? Alors on prend une autre question. Une dernière, c'est la dernière. Est-ce que vos modèles vous ont permis de faire des prédictions? Attendez, on prend le micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vos modèles vous ont permis de faire des prédictions insolites ou de creuser des domaines non connus? Amandine, oui. Pas encore, non. Pour l'instant, on a ce qu'on est arrivé à faire. Donc, je vous dis, la première fois que j'ai rencontré Mathias Pessiglione, c'était en 2016. J'ai regardé. Je l'avais invité à faire une conf. On était autour de maths et applications. Et j'avais été séduite par son discours. Et je m'étais dit, il y a des modèles derrière, des modèles économiques, il faut faire quelque chose. Donc, si vous voulez, j'ai mis quand même presque 10 ans à caler mes équations et à caler les maths qui vont avec. Donc, peut-être dans 10 ans, je vous aurai fait des prédictions. Je vous dis, il y a des choses qui m'intéressent à déterminer, à comprendre. On a utilisé ce modèle dans la performance en course à pied pour comprendre que le Stade de France n'avait pas les dimensions standards et personne ne nous l'avait dit. Mais on n'en est pas encore, vous voyez, à prédire la vie de Madame demain pour l'aider à se motiver. Ça, j'aimerais bien, mais je ne sais pas encore le faire grâce aux équations. Je suis désolée, mais je crois que ça aura été la dernière question. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Cette table ronde touche donc à sa fin. Je vous précise tout de même que Amandine Aftalion sera en dédicace pour son ouvrage « Pourquoi on est penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions » tout à l'heure à midi à la librairie à l'extérieur de cette salle. Merci à tous. On se retrouve donc dans quelques instants pour une nouvelle session. On va rester dans le soin, mais en changeant complètement d'échelle. Dans quelques instants, l'intelligence artificielle va entrer dans la relation médecin-patient. À tout de suite.